Le drame de l'Algérie, c'est que nous avons jacobinisé l'Algérie. Nous avons voulu faire des Algériens des Français à part entière. Et pour faire des Français à part entière, nous avons cassé les structures de la chefferie, comme nous avons cassé la langue bretonne, comme nous avons cassé toutes nos provinces, au nom de l'universalisme jacobin et républicain. Résultat, lorsque nous sommes partis d'Algérie, les dernières élites algériennes étaient d'ailleurs pro-françaises et elles ont été massacrées par le FLN. Et qui est arrivé au pouvoir? Des parvenus. Des parvenus, d'où l'échec complet de l'Algérie, à côté du Maroc, qui, lui, a gardé ses élites. Et de la Tunisie. Car en Tunisie, il y avait des élites traditionnelles qui sont... Ce sont elles qui ont perduré. Quoi. Qui ont perduré. Et les Britanniques l'ont fait en Afrique. Vous voyez, un pays comme le Botswana, par exemple, l'on met toujours en modèle. Pourquoi le Botswana est-il un pays qui marche bien? L'ancien Bechuanaland britannique. Parce que le Parlement du Botswana est composé des chefs de tribus. Eh oui. La structure tribale est restée. La culture est restée, modernisée avec le système démocratique. C'est ça. Alors que pour nous, la culture tribale, enfin pour l'esprit des Lumières, la culture tribale était c'est une honte. Régressive, lamentable, esclavagiste et autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Il ne fallait pas dire que l'on était breton, corse ou alsacien. Il ne fallait pas davantage dire que l'on était bambara, peul ou malinqué. C'est ça. Oui, ça ne se faisait pas. Et il fallait, c'était la France, le jacobinisme. Le jacobinisme, l'esprit des Lumières. Cet esprit des Lumières qui est à l'origine, comment dirais-je, de ce grand mouvement. On en avait parlé ici la dernière fois. Des coloniales, parce que ces gens comprennent qu'il y a un décalage entre les principes et la réalité, et cela va créer des tensions, et cela va créer des arrière-pensées. Mais alors Bernard Lugan, en revanche, ça c'est beaucoup moins gai, beaucoup plus terrible. Racontez-nous, parce que vous avez presque assisté au prolégomène, mais 20 ans avant, de l'horrible massacre qui s'est passé au Rwanda, 20 ans avant. Racontez-nous. Ah oui, c'était au mois de février 73, j'étais là depuis quelques mois, et au milieu de la nuit, en pleine saison des pluies, mon doyen me réveille me disant... à Kigali à ce moment-là? Non, c'est Boutare, l'université. Ah, c'est Boutare. Mon doyen français me réveille, il me dit, écoute, tu as une Land Rover, j'étais le seul à avoir une Land Rover, va en brousse, séminaire de Kansi, qui était à 25 km de Boutaré, très mauvaise piste par exemple des pluies, pour prévenir l'abbé Kagame, qui n'a aucun lien avec le général Kagame, mais qui était le grand historien du Rwanda, un grand Tutsi, de ne pas venir demain parce qu'il risque de se faire massacrer à l'université, parce qu'il se massacre à l'université. Hutu et Tutsi déjà. Oui, il me dit surtout tu n'y vas pas. Ouais, bon. Ouais. Alors je prends ce qu'il faut, je prends les armes qu'il faut, et je pars. Je réveille à 1h du matin le séminaire de Kansi où était l'abbé Kagame. Je dis surtout, monsieur l'abbé, vous ne venez pas demain. Et je rentre à Boutaré. Et là, la colline sur laquelle était l'université est flambée. Donc je monte avec ma voiture. Et là, il y avait sur le fronton de l'université la grande devise Illuminatio et Salus Populi. Et je gare ma voiture, j'avais une grosse Land Rover cabine, et je prends mon P38 que je mets dans la ceinture, je monte l'escalier, et là, un étudiant tombe, s'était fait sévèrement tabasser à coups de machette, etc. Ouais. Et j'arrive derrière, et il y avait ceux qui l'avaient agressé, qui étaient mes étudiants, et qui me disent très poliment, monsieur, n'avancez pas, ce n'est pas l'affaire des Blancs. Carrément, on me dit ça. Ouais. Ah oui, alors écoutez, moi je vais dans le dortoir des filles, là, parce que j'entends des cris, je vais sortir les gens. Non monsieur, vous n'allez pas, il y en a un qui lève sa machette. Évidemment, je dégaine et je le mets en joue, il lâche sa machette, et j'ai récupéré les filles. Nous étions deux, avec un autre de mes collègues, grand ami, disparu aujourd'hui, et je saluerai jamais assez sa mémoire, Pierre Sirven, géographe. Grand ami, à tous les deux, nous avons sorti la plupart des filles, une partie des garçons, une partie de la nuit. Alors les filles, nous avons déposé dans une mission religieuse de Boutaré, les garçons dans les parcs autour de l'université, et le lendemain matin, nous les avons fait passer au Burundi. C'est une zone que je connaissais assez bien parce que j'étais réquisitionné souvent par les autorités pour la protection des cultures. Quand il y avait trop d'hippopotames qui détruisaient les rizières, on me prévenait et je venais pour régler le problème. Donc je connaissais les passages entre le Rwanda et le Burundi par les fleuves et par les papyrus. Donc nous avons ailé, le Burundi à ce moment-là était dirigé par les Tutsis, alors que le Rwanda était dirigé par les Hutus. Nous avons ailé des piroguiers du côté du Burundi
qui ont envoyé les pirogues et nous avons fait passer un certain nombre Vous avez sauvé un certain nombre de gens. Oui. La France n'a pas cassé le système tribal. La France a étêté le système tribal. C'est-à-dire que nous avons laissé ces tribus, ces ethnies, bien entendu, mais nous avons remplacé leurs chefs par des chefs que nous avons nommés, souvent d'ailleurs des anciens combattants de la guerre de 14, etc. Tandis que la différence avec les Britanniques, c'est que les Britanniques n'ont pas étêté l'ethnie et la tribu. C'est cela. Première question. Deuxième question. Vous savez, il y a eu très peu de zones qui ont été des zones d'exploitation coloniale au sens exploitation en Afrique. Il n'y a pas eu ces grandes visées et ces grandes descriptions telles qu'on nous les présente. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le système est resté parfaitement en place. Je relisais l'autre jour 3 tomes extraordinaires que j'ai réussi à acheter chez un antiquaire, qui étaient le code rural et foncier de toute l'Afrique de l'Ouest française, où chaque administrateur des colonies racontait, décrivait le système d'administration traditionnel dans son cercle. Ben, ça n'a pas bougé, cela. Nous n'avons pas bougé, cela. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un hiatus considérable au moment de l'indépendance entre le substrat de la population qui n'avait pas bougé et les élites qui avaient été complètement coupés de leur population et qui avaient été formés au quartier latin ou ailleurs. Vous voulez dire qu'il y avait déjà un très gros problème peuple-élite. C'est pas que chez nous. En Afrique francophone, c'est le problème peuple-élite, beaucoup moins qu'en Afrique anglophone. Parce que en Afrique anglophone, les élites traditionnelles ont été certes envoyées à l'université, mais c'était, même en Angleterre, mais c'était les élites traditionnelles. Tandis que nous avons souvent envoyé à l'université les gens d'ethnie qui étaient ceux les dominés de l'histoire. En fait, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé dans toute la bande sahélienne, prenons l'exemple de la bande sahélienne. La colonisation française s'est faite au profit des vaincus, c'est-à-dire des peuples qui avaient été réduits en esclavage par les grandes ethnies impériales islamiques, notamment les Peuls et autres. Et quand la colonisation se fait entre 1896 et 1992 et 1900, les peuples qui venaient d'être conquis et qui étaient réduits en servitude ou en esclavage, comme les Bambara, comme les Songhai, etc., vont accueillir la colonisation d'une manière excessivement positive. Bien sûr. Et qui va être le vaincu de la colonisation? Ce sont les anciens dominants. Ce qui fait que nous allons envoyer à l'école, nous, les enfants des anciens dominés, alors que les enfants des anciens dominants, eux, vont rester en dehors de l'école. Ce qui fait qu'au lendemain de l'indépendance, qui va être au pouvoir? Ce sont les ethnies anciennement dominées ou anciennement victimes, qui en plus vont avoir un avantage considérable, la démocratie. Elles sont plus nombreuses que les autres. Donc elles auront la légitimité aux élections, ce que j'appelle l'ethnomathématique électorale. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris la guerre du Tchad, vous avez compris la guerre du Mali, vous avez compris toutes les guerres de la bande sahélo-saharienne. Rodolphe, vous voulez répondre? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Après, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans les colonies anglaises, c'est aussi marqué que les colonies françaises au niveau de l'industrie, où les grandes entreprises françaises quand même dominent largement le marché, quoi. Alors, il y a eu plusieurs cadres. Les Britanniques sont partis aux colonies en Afrique par pur égoïsme. Pur égoïsme, soit économique, soit stratégique. Alors, parmi les colonies britanniques, il y a eu des colonies qui étaient stratégiques. Essentiellement, au départ, la colonie du Cap pour le contrôle de la route du Cap. Et ensuite, vous avez eu des colonies qui étaient beaucoup plus tournées vers l'industrie, notamment la Zambie, la Rhodésie du Nord. Tandis que d'autres colonies sont restées véritablement avec très très peu d'Européens, avec très peu de développement. Les Britanniques n'ont pas du tout fait ce que nous avons fait nous. Nous avons eu une colonisation très altruiste. Si on fait le bilan de ce que la France laisse en 1960 et ce que la Grande-Bretagne laisse, je pense que si nous additionnons, pas pour les voies ferrées, parce que les Britanniques ont fait d'immenses voies ferrées stratégiques, mais aussi les ponts, ce qui est les hôpitaux, les écoles, les universités, les dispensaires, etc., je pense que nous avons, du côté français, un avantage considérable, parce que nous avons eu alors là, quand je dis ça, évidemment, tout le monde hurle, nous avons eu une colonisation altruiste. Voilà encore un colonisateur qui nous dit que la France n'a apporté que du bienfait
hein, alors que il nous a mis en esclavage. Non, mais c'est bien de sortir un peu des clichés habituels. Mais je ne dis pas que la colonisation. Moi, je ne suis pas un partisan de la colonisation. Moi, je suis un ethno-différentialiste. Donc, étant un ethno-différentialiste, je ne suis pas pour la colonisation. Mais j'ai une vision. Mais vous ne pensez pas que la colonisation a été un crime contre l'humanité, comme en Algérie? La critique que l'on peut faire à la colonisation, c'est la critique aristocratique de l'IOT. C'est dire que la colonisation a inversé les rapports sociaux africains. C'est-à-dire que nous avons mis au pouvoir ceux qui étaient les vaincus et que nous avons évincé du pouvoir ceux qui étaient les vainqueurs. Et nous avons changé l'ordre des choses, qui va se retrouver aujourd'hui et qui va expliquer toutes les crises africaines dans nos Afriques.